Alors bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette troisième vidéo sur le logiciel de test de code Sonar. Donc dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire pour analyser un projet. Donc le projet qu'on va analyser ici sera en langage Java, mais il faut savoir que Sonar analyse plusieurs types de code, des langages objets ou des langages autres, et donc dedans vous avez du C, du COBOL, du Java et tout un tas d'autres langages. Donc le projet dont on va se servir, c'est un projet en Java. Ce qu'il faut juste, avant d'analyser un projet, il faudra juste lancer votre serveur Sonar, et puis donc vous vous connectez sur localhost 9000 par défaut, et ouvrir cette page. Alors ça c'est pour le tutoriel, hein. Je vous mets l'URL en bas de page, dans les commentaires, donc n'hésitez pas à mettre en pause, ouvrir la page, et remettre la lecture en route. Donc voilà, vous avez votre Sonar lancé, et la page ouverte. Donc là le projet qu'on va analyser, c'est un projet Java. Donc voilà, il est composé de 5 classes. C'est un projet que j'ai développé moi, donc on va pouvoir le passer au crible. Donc vous avez vos classes qui sont terminées. Donc vous avez créé un dossier qui va contenir votre projet, du moins en Java. Après, suivant les éditeurs de code, ça peut être différent. Mais ici, normalement, ça crée toujours un dossier pour votre projet. Donc si vous ouvrez le dossier de votre projet, vous trouvez des points settings, des points classpath, points project. Vous allez avoir besoin de deux fichiers en fait pour lancer une analyse. Un qui est obligatoire, l'autre qui est facultatif. Celui qui est facultatif, c'est un peu quelque chose que moi je vous propose. Donc vous ne trouverez pas ça marqué dans les documentations. Je ne pense pas que vous les trouverez marqués nulle part d'autre, mais ça peut vous faciliter la vie. Donc le premier fichier, en fait, c'est un fichier qui s'appellera sonar-project.properties. Donc ça, il va falloir le créer de toute pièce. Donc pour le créer de toute pièce, vous faites nouveau, document texte, et donc vous changez le nom en sonar-project.properties. Donc il va vous dire que ça pose un problème de changer l'extension, vous lui dites que c'est normal et que vous gérez. Ensuite vous allez l'ouvrir, donc il sera vide normalement pour vous. Moi il a déjà été fait, donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne directement d'appliquer un projet. Mais si vous ouvrez la page que je vous ai marquée en commentaire, vous verrez que dans la partie qui contient, alors, tac, voilà, c'est celle-ci. Simple Project, vous allez trouver donc le contenu du fichier sonar.project.properties. Donc vous allez copier-coller tout ce code, vous faites un CTRL-C, et vous allez le coller donc dans votre nouveau fichier. Il y a des valeurs qui sont obligatoires, il y a des valeurs qui sont optionnelles. Les valeurs obligatoires, donc c'est sonar.projectKey. Donc là vous mettez la clé que vous voulez. C'est un peu ce qui va définir en fait votre projet lorsque vous allez le chercher. Par exemple, vous allez le chercher, les mots-clés, ce sera SAS mise en base. Le nom du projet, lui, il peut se mettre comme vous voulez. N'oubliez pas que dans la clé, alors là je ne sais pas si vous voyez très bien, donc je vais agrandir, voilà. Dans la clé, vous devez avoir un 2 points. Sinon, parfois, ça ne prend pas. Donc vous mettez votre nom de projet principal, voilà, ici SAS, et 2 points, vous mettez, voilà, je sais pas, un sous-titre ou quelque chose comme ça. Donc la clé du projet, le nom du projet, la version, donc vous commencez à 1.0, vous allez monter jusqu'à 1.2, 1.3, par exemple. Là je vais le modifier avec vous. Le chemin jusqu'aux sources. Donc en fait sonar.source égale src, donc ça c'est lorsque vous avez, vous voyez dans votre document, dans votre dossier de projet, vous avez des sous-dossiers qui vont contenir votre code Java. Voilà, donc mes différents mots codes moi sont dans ce dossier, et la racine c'est src. Parce que j'ai laissé le src par défaut, mais si vous renommez ce dossier ou des choses comme ça, il vous faudra le mentionner dans cette ligne là. Donc voilà, sonar.source égale src. Ensuite les tests sources, donc ça c'est si vous faites des tests sonar, donc on va pas en faire dans cette vidéo puisque vraiment je vais vous montrer comment relever les erreurs et les corriger à mano, plus que de lancer des tests automatisés et autres. Donc c'est optionnel, donc vous ne mettez pas. Sonar.binaries, optionnel aussi. Si vous avez des librairies avec des chemins particuliers, vous les mettez, vous les séparez d'une virgule normalement. Voilà. Si vous avez ensuite donc votre projet en Java, vous mettrez dans sonar.language Java. Sinon vous mettez C, COBOL ou des choses comme ça. Donc pour récapituler les champs obligatoires que vous devez obligatoirement avoir: project key, project name, project version, src pour les sources ou autres, et sonar language. Voilà, donc ces champs sont des champs obligatoires.
Ensuite, ce que je vous propose, c'est de créer un autre fichier à côté. Donc vous allez faire clic droit nouveau, document texte, vous le renommez en analyse SAS.bat. Alors un bat, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fichier en fait de commande. Donc quand vous utilisez votre console noire, comme celle-ci par exemple, voilà, vous pouvez appeler cette console noire dans des batchs, des fichiers batch. Et donc là, je vous demande d'en créer un. Ensuite, vous faites clic droit éditer, et vous allez rentrer ces deux lignes de code. cmd/c sonar-runner, cmd/c pause. À quoi sert ce bat? En fait, il sert à lancer automatiquement les codes, enfin le test sur votre code. Je vous explique. On va faire la manipulation des deux manières différentes. Donc vous avez un projet, voilà, sonar-properties, donc vous l'avez renseigné, tout est renseigné. Maintenant vous allez passer à l'analyse du code. Donc vous pouvez fermer votre éditeur ou vous pouvez le laisser. Moi je vais le fermer pour libérer de la place. Si vous voulez lancer donc l'analyse de ce projet-ci, vous devez donc connaître le chemin pour arriver jusqu'à votre fichier sonar-project.properties. Donc vous voyez, sonar-project.properties, il est contenu dans ce dossier. Donc vous allez copier le chemin, invite de commande, vous allez rentrer cd pour changer jusqu'au directory, coller, entrée. Donc là vous êtes dans le bon dossier et là vous écrivez sonar-runner. Ça c'est la première méthode. La première méthode pour passer par la console, voilà, c'est la première. Vous exécutez et ça va se lancer. Voilà, donc si vous avez des erreurs au démarrage là, ça peut être dû en fait au fichier de configuration de Sonar. Après, c'est en fonction du type d'erreur qui vous est relevé que vous verrez quel est votre problème. Si vous avez des questions ou des bugs comme ça, comme j'en ai déjà vu plusieurs lors des installations de Sonar, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Je garantis pas que j'aurai la réponse, hein, mais si je peux vous aider, je le ferai en tout cas. Et je vous répondrai au moins si je ne peux pas vous donner la réponse. Voilà, donc ça s'arrête. Si maintenant on va consulter notre serveur avec notre Sonar, vous voyez cette ligne-là, elle était en version 1.2. Je rafraîchis. Version 1.3. Donc ça c'est la première méthode. Je vais vous montrer directement la deuxième méthode avant qu'on s'attaque à la présentation des résultats. La deuxième méthode, en fait, c'est la raison pour laquelle je vous avais fait créer un fichier BAT. C'est que vous allez simplement double-cliquer sur ce fichier BAT, une console s'ouvre, lance le test, elle va faire tourner le test. Voilà, donc c'est la même chose que tout à l'heure. Et à la fin du test, elle va se mettre en pause. Alors, vous voyez pourquoi je vous ai proposé de faire ce BAT, tout simplement puisque ça vous fait gagner un temps fou. Si vous faites un clic droit sur ce BAT avec créer un raccourci sur votre bureau, ça veut dire que vous pourrez développer dans votre IDE, revenir à votre bureau, double-cliquer sur votre raccourci, ça lancera automatiquement l'analyse qui sera stockée sur votre serveur et vous n'aurez plus qu'à la consulter. Vous n'aurez pas à passer par l'invite de commande ou à garder un invite de commande ouvert à chaque fois. Donc moi je trouve ça très pratique. Le BAT justement je le renomme avec le nom de mon projet, donc je mets analyse-SAS par exemple pour mon projet, et ça va lancer directement l'analyse de mon projet. Donc ça c'est une astuce que je vous donne, vous avez vu la différence. Après si ça ne vous dérange pas d'accéder à votre console, de faire des CD, pour changer de directory ou des choses comme ça, vous faites comme vous voulez. Sachez cependant que lorsque vous avez par exemple des projets sur un disque D, pour changer pour changer de directory jusqu'à votre projet, il faudra faire cd-d, cd, ensuite le chemin jusqu'à votre directory. Bon, ça c'est des précisions que je pense que vous avez déjà eu le moyen de voir. Et voilà, ça c'était pour le BAT. Donc c'est pour moi une astuce qui est très pratique, hein. Vous faites comme vous voulez. Mais je vous conseille de faire ça, c'est mieux. Donc on rafraîchit. Et voilà. Donc ça c'est la présentation de votre fichier de résultats, enfin de votre fichier de résultats, de vos résultats de test. Donc on était sur le tableau de bord principal. Vous cliquez sur le projet, voilà. Vous avez dans la première partie les lignes de code, le nombre de classes, le nombre de méthodes, le nombre d'ancêtres, le nombre de packages, voilà. Toutes les informations sont répertoriées ici. Les violations à droite,
Alors vous avez les bloquantes, critiques, majeures, mineures et info. Si vous avez des tests qui ont lieu dessus, vous pouvez les mettre ici. Si vous n'avez pas mis de test, vous n'aurez pas d'entrée. Les commentaires, donc en fait, dans les commentaires vous trouverez le pourcentage. Un pourcentage de 50, je crois que c'est une ligne de commentaires par ligne de code. Et 100%, c'est vous n'avez que des commentaires dans votre code. Donc vous voyez, si vous êtes pas loin de 50%, c'est déjà très bien puisque vous êtes quasiment à une ligne de commentaires par ligne de code. En dessous, donc vous avez donc le nombre de lignes de commentaires, vous avez le nombre de classes, en tout cas en Java, qui sont documentées avec une Javadoc, le nombre qui ne sont pas documentés. Si vous cliquez sur là par exemple, si vous en avez une une classe ou une méthode qui n'avait pas été documentée, il vous suffisait simplement de cliquer dessus et il allait directement vous préciser l'endroit où se trouvait la fameuse méthode non documentée. Duplication de code, lorsque vous avez des duplications, c'est en termes de pourcentage de code, c'est ici, nombre de lignes, nombre de blocs, nombre de fichiers complètement dupliqués. Donc s'il n'avait pas de duplication, c'est que normalement votre code il est optimal en termes de lignes de code, c'est-à-dire que les codes, en fait, les lignes de code ne sont pas inutiles. Et elles ne sont pas redondantes. Donc vous avez bien construit vos assesseurs et vos différentes classes. La complexité, donc vous avez une moyenne. Ici il s'agit en fait des complexités autorisées par classe et par file, donc par fichier. Vous voyez donc que j'ai trois méthodes qui sont complexes de niveau 3, c'est-à-dire qui ont en fait des boucles qui sont sur 3 niveaux. J'en ai 2 qui ont une complexité de 4, voilà, 10 je n'en ai pas, par contre j'en ai une de 12, mais c'est normal, c'est mon main, donc le main en fait il est forcément généralement plus complexe. Vous avez en dessous les événements, l'échange passage de version, première version le 27, le 30 novembre, le 1er décembre, voilà. Alors là on voit pas le deuxième passage, c'est lorsque vous changez le tag version dans votre fichier properties que ça va mettre ça à jour. Donc là vous voyez on a fait deux passages, une avec l'invite de commande et une avec le bat, mais comme les deux étaient à version 1.3, je n'ai qu'une seule entrée. Donc c'est vraiment le fait de changer la version qui va vous permettre d'avoir une évolution en fait, de suivre l'évolution de votre amélioration de code. Donc pour montrer par exemple donc là le nombre de violations, compliance donc c'est sur 100%, c'est logique. Donc j'ai déjà corrigé la plupart des erreurs sur mon projet, mais par exemple si vous voyez une erreur, par exemple l'erreur majeure, donc vous cliquez, vous avez toutes les erreurs majeures qui s'affichent. Donc les types d'erreurs majeures s'afficheraient là, même chose si on était sur critique ou mineur. Et ensuite il vous indique dans quel package et quelle classe Java est impactée. Ça veut dire que là mon package mise en base traitement, mise en base DSMS, si je clique là, il me dit voilà, ton erreur est ici, au niveau du main. Pourquoi? C'est trop complexe, 13 alors que je n'autorise que 10. Et ensuite, donc c'est à vous de faire les modifications. Généralement, si c'est des erreurs qui sont par exemple des erreurs de type variable ou des choses comme ça, il vous propose la solution en dessous. Il ne la mettra pas dans le code à votre place, mais il vous dira comment faire pour résoudre le problème. Juste à côté de la complexité, là, vous voyez 4 jours. 4 jours, ça veut dire que ça fait 4 jours que cette erreur existe et qu'elle n'a pas été corrigée depuis. Donc vous voyez, ça vous permet d'avoir un suivi. Donc le code source, vous pouvez avoir tout le code source ici, de votre page. Donc il garde une copie en fait du code source. Dans le code source, vous trouverez donc de cette classe Java particulière, vous trouverez le nombre de lignes, nombre de lignes avec du code, le nombre de méthodes, voilà, complexité par méthode, commentaire 19,5, donc 19,5 c'est une ligne sur 5, normalement, à peu près. Documentation publique, voilà, il y en a 2. Ligne de commentaire 15. Voilà, vous voyez, ligne de code, j'en ai 62, j'ai 15 lignes de commentaires. Donc ça veut dire une sur presque une sur 4. Donc on est un peu, c'est à peu près ça en fait. Donc là on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Duplication de code, si vous en avez elles seront là, sinon elles ne sont pas là. Donc on était passé de dashboard, donc en cliquant on était allé dans les violations. Si vous passez dans hotspot, ça représente en fait les points sensibles de votre projet.
Donc hotspot par complexité, ou complexité par méthode, c'est-à-dire que si vous avez des méthodes très complexes, par exemple dans mise en base, ben, c'est mise en base qui va vous remonter, tandis que là, si vous avez une méthode très complexe, mais vous avez 4 méthodes très simples, vous voyez la moyenne elle va baisser, et donc au final, ça peut changer l'ordre en fait des classes en termes de complexité ou complexité par méthode. Vous pouvez avoir plus d'informations ici. Hein. Voilà, donc vous avez exactement les packages qui sont contenus. Donc c'est très très bien pour suivre la gestion des erreurs. C'est très intuitif. Honnêtement, vous êtes sur une page, vous vous dites tiens, mais quelle erreur il met derrière ça? Et pof, vous avez juste à cliquer et vous aurez le détail de votre erreur. Donc ça, c'est très bien. Les revues. Donc voilà, c'est les violations qui n'ont pas été revues, les faux positifs. Donc tout ça, les revues, c'est avec les tests généralement. Donc si vous n'en faites pas, vous n'aurez quasiment rien. Time Machine. Donc en fait, ça c'est une suivi de votre projet sur sa durée de développement. Donc c'est quelque chose d'assez important, d'assez pratique lorsque vous devez justifier de l'évolution de votre code. Pourquoi? Puisqu'en fait, vous voyez qu'il y a différentes versions et que par exemple pour la première version, j'avais une compliance aux règles de 0% et une complexité de 59. Ensuite, à la version suivante, j'ai baissé ma complexité à 49 et par contre, je suis monté à 25% de compliance et comme ça, et j'arrive à la fin avec 98% de compliance et 50 de complexité totale. Donc vous voyez, ça vous permet de dire, voilà, si vous faites un point chaque semaine sur votre projet, vous pourrez dire, voilà, ben, au niveau de la qualité, j'étais pas bon au début, mais j'ai un peu avancé au début, ensuite, pardon, et à la fin, ben, j'ai terminé comme ça. Et donc là, vous allez voir donc l'évolution de toutes les erreurs. Ici, vous allez voir l'évolution du nombre de lignes de code, de lignes totales, de déclarations, de classes, de méthodes, voilà, tout ça monte, ça descend, ça reste stable. Les commentaires, en termes de pourcentage, il y a un peu moins, ou nombre de lignes de commentaires, documentation API. Les violations, donc voilà, si vous avez baissé fortement, apparemment ici on avait commencé avec 175 violations. Alors ça peut être aussi des violations mineures, elles comptent autant que des violations majeures. Et on est passé à 1. Voilà, donc ça a baissé. La complexité, elle a légèrement baissé. La complexité par méthode, par contre, a un peu monté. Enfin, des choses comme ça. Donc vous avez vraiment beaucoup d'informations. Donc Time Machine, c'est vraiment votre comment dire, votre tableau de bord de projet. Voilà, c'est ça que je cherchais. Tableau de bord de projet, c'est là que vous verrez tout. Et c'est comme ça que vous pouvez justifier, par exemple, dans le cadre de projets scolaires, de l'avancée de votre projet. Donc je vous invite à faire des captures d'écran de ces choses-là, ou d'ouvrir tout simplement votre navigateur et de montrer lors de suivi de projet votre avancée, si vous avez des contraintes de qualité. Sinon, vous pouvez toujours la présenter au professeur. Généralement, ils apprécient quand on passe notre temps à faire des bonnes choses. Dans les composants, donc là en fait vous pouvez voir quels sont les composants qui vous plombent en fait un peu au niveau qualité. Donc là on avait 3 composants: mise en base, traitement, SMS, BDD. Donc plus ils sont larges, plus ils sont conséquents en taille. S'ils sont verts, orange ou rouge, vous avez la compliance aux règles. Donc ça veut dire que par exemple 100% dans la première partie, 100% dans la deuxième, 95% dans la troisième, ce qui fait un total de 98%. Mais vous pouvez savoir, cerner quels sont les projets, les parties du projet qui sont problématiques au niveau qualité. Et vous pouvez aussi justifier, par exemple au niveau de professeur, d'une qualité qui baisse en disant voilà, ben, on n'a pas bougé, on est toujours à 100% sur les 2 premiers, mais le troisième, comme on est en train de développer dessus, ben, on a eu tendance à baisser un peu la qualité. Et là, ils comprendront que c'est suite à vos développements et que ce n'est pas une détérioration générale de votre projet. Donc la partie violation, donc ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc bon, je ne vous remontre pas, mais voilà, c'est là que vous pouvez voir vos erreurs. Et les 2 derniers onglets, donc généralement ça c'est des mots-clés. Et les librairies utilisées. Mais comme on n'en a pas spécifié, vous savez, dans notre Sonar Properties, on n'a pas de librairie. Voilà, donc je vous ai montré comment générer un rapport, disons, de qualité sur votre projet. Je vous ai donné un petit tips aussi pour, avec le point BAT pour arriver à automatiser ça. Donc n'oubliez pas un petit clic droit avec le raccourci sur le bureau et comme ça vous pourrez analyser n'importe quoi très rapidement. Vous pouvez voir aussi, donc je vous ai présenté aussi donc, tout ce qui concerne en fait
le suivi du projet, les indicateurs. Donc normalement vous avez tout vu, mais je vous conseille de vous plonger dedans, comme ça vous verrez bien. Et en l'utilisant sur déjà un projet, faire une revue avec, vous allez voir, c'est très pratique. Ça peut être un peu casse-pied. Il faut savoir que Sonar vous fait remonter beaucoup de choses, mais généralement c'est pour votre bien, et ça reste toujours que des conseils. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que votre compliance est basse que votre code est mauvais. Ça veut juste dire que pour une personne qui ne prendrait que la documentation, que les façons de faire officielles, votre projet, il a un ratio de compliance pas très élevé. Mais par exemple, si vous utilisez des system.out.println, il faut savoir que Sonar ne les apprécie pas du tout. Il préfère le passage par des loggers. Donc il vous mettra des erreurs mineures majeures pour les system.out. Donc si vous en mettez beaucoup, vous aurez beaucoup d'erreurs. Mais ne vous affolez pas, hein, ça peut se remplacer par des loggers, et si vous voulez garder des system.out, vous laissez des system.out. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, j'espère que vous n'aurez pas de problème avec votre qualité de code à l'avenir. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous voulez que je présente d'autres choses, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.